Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL et aujourd'hui c'est mes pronos du vendredi sur 3 des rencontres de la 14e journée de Premier League. On va commencer samedi à 13h30 avec la grosse rencontre, le choc de cette journée. Aston Villa face à Arsenal, le troisième face au premier. On va suivre ensuite avec Bournemouth-Chelsea dans la même journée. Donc Chelsea qui a besoin de se redonner confiance après la défaite face à Leeds. Et enfin Manchester City qui affrontera Sunderland, l'une des équipes surprises avec Crystal Palace, face au actuel deuxième de Premier League. Petite intro et c'est parti. Toujours dans l'objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année, pense à lâcher ton triplé, like, commentaire, abonnement, ça m'aide énormément. Et on va commencer avec la première rencontre, donc Aston Villa-Arsenal, donc qui aura lieu à Villa Park. Stade qu'on connaît que trop bien du côté des Gunners, qui nous a posé de nombreux problèmes sur les dernières années, qui nous a fait perdre des points, notamment dans nos dernières chasses au titre. Donc on est sur un Aston Villa qui reste quand même un des clubs qui est une bête noire d'Arsenal. Sur les 10 dernières rencontres, c'est 5 victoires pour Arsenal, 4 pour Aston Villa, et donc un nul évidemment, qui était celui de la saison passée, le 2-2, si je me rappelle bien, je crois que c'est ça. Et du coup, on est quand même sur un Aston Villa qui est un danger. Voilà, c'est un déplacement dangereux pour Arsenal, qui est pour l'instant confortablement leader de Premier League, avec 5 points d'avance sur City, 6 sur Aston Villa, qui est actuellement 3e au classement. Et on est donc sur un Aston Villa qui, eux, ont repris un énorme état de forme sur les derniers matchs. Donc ils avaient enchaîné un nombre impressionnant de défaites et de matchs nuls sur le début de la saison, jusqu'à leur grosse rencontre face à Manchester City. Il y en avait une petite avant, mais là, il y avait eu Tottenham avant qui avait été une belle victoire. Mais il y a la grosse victoire de Manchester City qui a mis un petit peu Aston Villa sur les rails. Derrière, il y a eu la grosse rencontre dans l'enchaînement face à Liverpool qui a été une défaite assez étonnante vu la méforme actuelle de Liverpool. Donc c'était la dernière grosse victoire de Liverpool, il me semble. Et après ça, ce n'est que des victoires. Donc là, on est sur une run, je crois, de 6 victoires d'affilée, en comptant les matchs, évidemment, en Europe, donc ils sont en Europa League. Et sur les 4 derniers matchs, donc qui se sont déroulés depuis le retour de trêve internationale, donc c'est 4 victoires, évidemment, où on a enchaîné Leeds, qui est plutôt pas mal en ce moment. On a vu quand même un beau Leeds face à Manchester City, un beau Leeds face à Chelsea, qui a d'ailleurs gagné, on en parlera après. Et derrière, c'est les Young Boys de Berne, et du coup, les 2 derniers matchs qu'ils ont enchaînés, Brighton et, je vais la voir, j'ai oublié qui était, et Wolverhampton, évidemment. Elle est tellement anecdotique cette équipe actuellement en championnat. Donc on est quand même sur une très belle run du côté d'Aston Villa, qui a, tout comme Arsenal, eu peu de récupération. Ils ont également joué mercredi soir, mais l'adversité était moindre. Voilà, on était quand même sur une très grosse run du côté d'Arsenal, où on avait évidemment Tottenham, le Bayern de Munich, Chelsea et Brentford. Et du côté d'Aston Villa, c'était un peu plus gentil, mais l'effectif n'est pas le même. Donc la fatigue sera présente sur les deux équipes. On est quand même sur l'entrée de l'hiver, l'entrée du Boxing Day, donc forcément les matchs s'enchaînent, beaucoup plus difficile pour les organismes. Et c'est à celui qui aura la meilleure récupération et qui en tout cas réussira à imprimer la plus grande impact physique sur ce match-là qui sûrement prendra le dessus. On sait que chez eux, Aston Villa ont souvent tendance quand même à être très agressifs. C'est une équipe qui n'a pas peur d'aller au duel et qui a des joueurs tout à fait faits pour ça, que ce soit des Camara, des Rodgers, voilà, c'est des joueurs quand même de contact. Et on est sur un Aston Villa qui, mine de rien, me fait un peu peur. On est sur une équipe qui est assez compliquée à jouer. C'est, comme je le disais en début de vidéo, une équipe qui ne nous réussit pas et qui nous a fait perdre des titres sur les dernières années. Donc il est temps de changer un peu l'histoire et de faire en sorte que cette année soit une année différente. Voilà, Arsenal a gagné ces matchs qui lui ont coûté des points les saisons passées. Je pense à West Ham, à des Fulham, à des Newcastle, qui sont des équipes qui tous les ans font perdre des points à Arsenal et qui pour l'instant ont gagné tous leurs matchs face à ces équipes-là. Donc il faut continuer, voilà, face aux petits, ce qu'on appelle les petits, c'est évidemment hors Big Six. On est obligé d'aller chercher le maximum de points et ça va être un gros objectif pour Arsenal. Du côté de Aston Villa, il y a quelques petites blessures, mais pas de grosses non plus. On aura l'absence d'Emiliano Martinez, qui est quand même une grosse absence, qui se serait blessé au dos juste avant la rencontre face à Brighton, donc la dernière. Mais en dehors de ça, c'est Tyrone Mings qui est absent au milieu de terrain, qui est une belle perte, mais c'est les seules blessures qu'on a du côté d'Aston Villa. Sinon, tout le reste de l'effectif est là. Donc on est quand même sur une bonne rotation qui a été bien gérée du côté de Unai Emery, qui a évité un maximum de blessures malgré la récurrence des derniers matchs. Alors que du côté d'Arsenal, on est quand même sur beaucoup plus de blessures, notamment dans la charnière centrale. On a évidemment le duo Saliba-Gabriel qui s'est blessé déjà depuis un petit moment. Et en plus de ça, lors de la dernière rencontre face à Brentford, on a Mosquera qui s'est blessé. Du coup, qui devrait être remplacé dans le 11 de départ par Timber, logiquement. Et ce qui porterait forcément Ben White sur l'aile droite. Donc voilà, on va déjà avoir une grosse défense bien remaniée. Sûrement Calafiori, Hincapié, Timber, Ben White. Donc il va y avoir beaucoup de changements. On a en plus de ça un Declan Rice qui est incertain. Alors, il l'a dit après match que lui pourrait jouer, mais Arteta
a passé le mot qu'on n'était pas vraiment au courant des lésions qu'il pouvait avoir. Donc voilà, pour l'instant incertain, il y a un flou autour de Declan Rice pour savoir s'il sera là pour ce match-là ou non. Normalement, Saliba Trossard devrait revenir dans quelques jours, mais ça devrait être trop court pour ce match-là. Donc il va falloir faire avec les forces en présence. Forcément, le retour de Degarde va faire du bien au milieu de terrain, qui va sûrement être accompagné d'un Zubimendi et peut-être d'un Merino qui va l'accompagner au milieu de terrain. Mais voilà, en l'absence de Declan Rice, j'ai du mal à voir quelqu'un d'autre. J'aimerais beaucoup voir Nwaneri, mais Nwaneri c'est plus à la place de Degarde, donc je ne vois pas les deux être mis en même temps sur le terrain. Évidemment, en neuf, on a Guillaume Karius qui revient, donc qui devrait prendre cette place de titulaire avec les petites blessures qu'on a. Un Madueke qui est sur l'aile gauche, que je pense plus intéressant en tant que titulaire que Martinelli. Et évidemment, Bukayo Saka qui devrait prendre sa place à droite, qui a pu se reposer dernièrement face à Brentford. Donc on a quand même réussi à gérer un petit peu la rotation face à Brentford, mais il y a quand même eu des blessures, voilà. Il y a quand même eu des gênes. Moi, j'en veux encore à Arteta de ne pas avoir fait sortir Declan Rice beaucoup plus tôt, alors qu'on menait ce match plutôt de façon sûre. Voilà, on était plutôt sûr de nos forces. Et Aston Villa, c'est la rencontre, la plus grosse rencontre qu'on ait eue des deux. Voilà, ça va être la plus grosse confrontation. On est sur une équipe qui est quand même pleine balle, qui est troisième de Première Ligue, qui certes a eu des confrontations moins importantes que nous. Voilà, ils ont quand même perdu face à Liverpool qu'on sait malade, qu'actuellement tout le monde bat. Donc il y a quand même des doutes du côté de Aston Villa. En plus de ça, ils ont joué face à Brighton, qui est quand même une équipe de fond de tableau, qui est actuellement, j'ai même pas regardé au classement, mais Brighton, si je regarde, ils sont pas en fond de tableau, j'ai dit des bêtises, ils sont 7e quand même. Non, ouais, mais non, plutôt bon début de saison du coup de la part des Seagulls, sorry. Du coup, ouais, non, bon, belle confrontation, mais ils sont quand même pris 3 buts face à Brighton. L'absence d'Emiliano Martinez, évidemment, va se faire ressentir. La place de Bizotte, le remplacement par Bizotte n'est pas pour l'instant sûr. Il a fait vraiment un match catastrophique face à Brighton. J'ai vu en tout cas les actions et les highlights du match et il n'y est pas pour rien. Ses placements ne sont pas bons et il n'est pas forcément fait de bonnes sorties. Donc ça va poser problème du côté de Aston Villa, mais pourtant tu as des forces quand même sûres. Je pense notamment à Kamara, à Onana, qui sont des joueurs vraiment qui t'apportent une solidité au milieu de terrain assez impressionnante. Tu as évidemment Morgan Rogers, que je trouve incroyable. Moi, je demandais absolument son recrutement du côté d'Arsenal parce que je suis fan du joueur. T'as un Ollie Watkins qui, lui, actuellement, a quelques difficultés à marquer, qui devrait normalement être titulaire sur ce match-là, mais voilà, il est un petit peu en difficulté depuis le début de saison. Et voilà, il est capable dans des matchs de se révéler et d'être clutch au possible, mais d'être absent et invisible pendant 3-4 rencontres derrière. Donc c'est un vrai problème de ce côté-là. Et à Arsenal d'en profiter, voilà, il y a quand même de gros sens en présence. T'as toujours cet énorme banc qui te permet d'avoir toujours de la qualité en sortie, mais également lorsqu'il y a des blessures, comme c'est le cas actuellement. Donc je pense qu'une charnière Hincapié-Timber, comme on a pu le voir face à Brentford, ça pourrait très bien marcher. Timber, de toute façon, de base, c'est un défenseur central avant d'être un latéral. Et Ben White a fait une superbe rentrée face à Brentford. Donc à Arsenal, malgré le fait que ce soit un déplacement du côté d'Aston Villa, de créer le jeu, c'est vraiment à eux de poser le pied sur le ballon et d'être le plus incisif possible et d'être le plus efficace possible, parce que là, il faut ramener des points, parce que mine de rien, City et Chelsea, qui sont les deux plus gros concurrents, même si pour Chelsea ça va être un peu plus dur après la défaite face à Leeds, c'est le moment de creuser l'écart, parce que City peut perdre des points, Chelsea peut perdre 2 points sur ces rencontres-là, c'est quand même des rencontres difficiles pour les 3 équipes, à Arsenal d'en sortir vainqueur et de creuser encore un petit peu l'écart avant la fin d'année. C'est vraiment très important dans cette course au titre, c'est vraiment aussi important pour permettre à l'effectif de tourner un petit peu plus en prévision des matchs de Champions League qui arriveront prochainement. Je pense notamment aux matchs à élimination directe. Il reste seulement, je crois, 3 matchs de phase de poule, phase de ligue, comme on appelle maintenant. Mais derrière, il va y avoir des matchs très importants à élimination directe. Et il faut faire tourner l'effectif pour le récupérer. Parce qu'il y a beaucoup trop de blessures du côté d'Arsenal. C'est pas normal. C'est comme tous les ans. Il y a trop de difficultés de ce côté-là. Je ne sais pas ce que fait les préparateurs physiques. Je ne sais pas ce que fout le staff médical. Mais tous les ans, c'est le même souci du côté d'Arsenal. Les blessures à l'appel. Et au début de saison, c'était notre secteur offensif qui a disparu complètement. Maintenant, c'est le secteur défensif. 3 de nos défenseurs centraux sont blessés. C'est pas normal, c'est insupportable et il va falloir trouver très vite des solutions. Je pense notamment à faire tourner cet effectif. Et maintenant que tu as de la qualité sur le terrain et qu'ils ont sur le banc et qu'ils ont quasiment tous joué, il faut vraiment utiliser ce banc à bon escient. Notamment un joueur que j'aimerais beaucoup plus voir, 2 joueurs notamment que j'aimerais beaucoup plus voir, Mike Lewis-Kelly, qu'on a vu évidemment face au Bayern qui a été mis un petit peu en difficulté, mais qui reste un excellent joueur à qui il faut donner du temps de jeu et qui reste un jeune joueur, et Nwaneri, que j'aimerais tellement plus voir sur ce terrain. Et je ne sais pas pourquoi Arteta ne le met jamais sur le terrain, j'aimerais vraiment le voir, donc ce serait le type de rencontre dans lequel il se sentirait bien. En plus, Odegaard revient quand même d'une blessure, donc il faudrait pas le laisser jouer 90 minutes. Donc c'est l'occasion peut-être pour faire entrer un Nwaneri à la 70e, à la 60e, même peut-être à l'heure de jeu. Et j'espère voir ça du côté d'Arteta pour pas continuer à blesser les joueurs et à se retrouver avec un effectif réduit alors que tu as tout fait sur ce mercato pour avoir l'effectif le plus complet possible. Deuxième rencontre qui va nous intéresser, Bournemouth qui réceptionne Chelsea. Chelsea qui sort d'une
d'une semaine incroyable après la victoire face au Barça, après le match nul à 10 contre 11 face à Arsenal, et qui se saborde tout seul après avec cette défaite face à Leeds 3-1. Défaite catastrophique. Vraiment, Leeds a mangé de bout en bout de Chelsea. C'est pas une victoire qui n'est pas méritée, c'est une victoire qui est 100% méritée. C'est un Leeds qui est venu avec des vraies intentions de jeu et qui a réussi à imposer son jeu face à Chelsea. Maresca a voulu faire tourner son effectif, sûrement trop, avec les entrées de Tozin, avec Badiashile, avec mettre Reece James, même si je sais qu'il se blesse souvent sur le banc, même pas sur le banc, je crois qu'il était même hors de l'effectif, tout comme Fofana. Je sais que c'est des joueurs qui se blessent souvent, mais la rotation a peut-être été trop importante. Delap ne prouve pas, Joao Pedro ne prouve pas, et c'est des points vraiment perdus, et c'était des points très importants, surtout quand tu es sur un tel enchaînement du côté de Chelsea où tu as besoin justement de continuer à faire grandir cette confiance. C'est une défaite qui va faire très mal à la tête. Et Bournemouth, qui semble être une équipe actuellement très en difficulté, ce serait dommage de continuer à en perdre sur ce match-là. Donc on est quand même sur un Bournemouth qui avait fait un excellent début de saison, qui après son match face à Nottingham Forest, donc la victoire face à Nottingham Forest, qui est la dernière victoire, je crois, du côté de Bournemouth, était deuxième du championnat, et qui depuis s'est complètement effondré. Il y avait eu avant ça le match nul face à Crystal Palace 3-3 avec le triplé de Mateta, un match incroyable, et on avait franchement ce Bournemouth qui nageait un petit peu sur l'eau, qui était évidemment, on le savait, au-dessus de ses capacités, mais qui quand même resplendissait et activer, utiliser chaque occasion qu'ils avaient pour être efficaces, pour réussir à mettre des buts, à être dangereux dans le jeu, à s'imposer. Et on a perdu ce Bournemouth-là dernièrement. Donc les dernières rencontres de Bournemouth, on est quand même sur 5 matchs, 4 défaites, 1 match nul. Le match nul, c'est face à West Ham, le West Ham de Nuno Espirito Santos, qui quand même revient à un très bon niveau. Et c'est quand même une défaite face à City, donc ça c'est un peu normal, face à Aston Villa, on l'a vu juste avant, face à Sunderland, qui est une très belle équipe d'Irlande, mais également face à Everton. Everton, c'est peut-être la défaite la plus décevante en soi, parce que oui, on est sur un beau Everton par rapport aux années précédentes, mais on n'est quand même pas sur un Everton top 10 de PL cette année, je ne pense pas. Et tu as eu des grosses rencontres dernièrement, mais tu les as toutes perdues, et je pense notamment à celle de Sunderland, qui est quand même une grosse défaite, celle d'Aston Villa aussi. Aston Villa, c'était un 4-0. Celle de Sunderland, tu prends 3-2, ça fait mal à la tête. Dernièrement, ton Semenyo, ton meilleur joueur, ne marque plus. Ça fait un paquet de matchs que Semenyo n'a pas marqué. J'avais regardé ça justement juste avant. Semenyo, on est sur, je vais vous dire ça tout de suite, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... presque 10 matchs sans marquer. Là, on est à son 9e match, donc ce serait le 10e match sans que Semenyo marque, qui était pourtant l'un des meilleurs buteurs de ce début de saison. Je crois que aux alentours des 6e ou 7e matchs de la Ligue, il était 2e juste derrière Haaland. Donc tu perds ton meilleur joueur qui ne fait plus de passes décisives, qui ne fait plus qui ne marque plus de buts, et tu dois te reposer sur le reste de l'effectif qui évidemment est un petit peu en dessous. Tu as le jeune Kroupi, donc Junior Kroupi, qui lui a fait de très bonnes prestations sur ce début de saison et qui a un peu plus de mal maintenant. Voilà, c'était la ferveur autour de tout se passait bien du côté de Bournemouth. Et là maintenant qu'on commence à rentrer dans la difficulté, la plupart des joueurs n'arrivent plus à se trouver. En plus de ça, tu as des joueurs qui ont été suspendus, je pense notamment à Tyler Adams, à Lewis Cook, qui sont quand même des joueurs titulaires de ton 11 et que tu perds sur des choses bêtes. Là, c'est une accumulation de cartons jaunes pour Adams, donc c'est vraiment une façon bête de sortir de cet effectif et de ne pas pouvoir aider son équipe sur ce match-là, qui est très important parce que, évidemment, Bournemouth a besoin de se remettre en confiance. On connaît Chelsea et sa capacité à foirer face aux petits. Voilà, c'est toujours des gros matchs face aux gros, ils viennent avec plein d'ambition, et face aux petits, ça s'écroule, on l'a vu face à Leeds. Maintenant, il va y avoir le retour quand même de 4. Je vois pas Maresca faire encore tourner son effectif, et je vois bien Chalobah et évidemment Fofana en charnière centrale, Cucurella évidemment à gauche, il était déjà là. On aura sûrement le retour de Reece James au milieu de terrain, et également de Cole Palmer, qui est de retour de blessure. Et évidemment Enzo Fernandez, Caicedo étant toujours suspendu, ça devrait se passer comme ça. À droite, Malo Gusto, c'est ce qui me semble le plus logique, et c'est ce qu'on devrait voir sur ce match-là. J'ai un petit doute sur l'ailier droit, est-ce que ça va être Estevao, est-ce que ça va être Pedro Neto, parce que Pedro Neto a fait une très bonne rentrée, ça a été le seul joueur vraiment intéressant sur ce match face à Leeds, alors qu'Estevao a été frustré, a été frustrant d'ailleurs, il a fait des fautes bêtes. Sur l'aile gauche, on a vu un Baino Gittens qui a pas du tout prouvé sur ce match-là, donc qui devrait sûrement laisser sa place à Garnacho. La question, ça va être le 9. Est-ce que tu mets Joao Pedro, est-ce que tu mets Delap? Les deux ont été décevants, je trouve, sur les derniers matchs. Donc bon, ça sera la grande question. Est-ce que Palmer va jouer titulaire? Je pense que oui. De toute façon, il n'y a plus trop le choix, vu la suspension de Caicedo et les quelques blessures quand même que tu as du côté de Chelsea, évidemment avec les absences de Lavia depuis X temps, de Colwill en défense. Donc forcément, bon, actuellement, il a trouvé une bonne charnière, mais c'est vrai qu'on est sur une équipe qui manque des cadres, qui va devoir retrouver de la confiance, surtout après cette défaite qui a été, j'ai envie de le dire, marquante, parce que cette défaite face à Leeds te fait sortir clairement de la course au titre.
Je vois mal, en tout cas, Chelsea revenir dans la course au titre après cette défaite, parce qu'elle prouve tout simplement l'inconsistance de Chelsea face aux petits du championnat. Et le problème, c'est qu'il va y en avoir un paquet à rencontrer encore. Mais il faut absolument engranger des points face à Bournemouth. Comme je le disais, c'est le même cas pour Arsenal. Il y a des rencontres difficiles pour les adversaires directs, que ce soit City ou Arsenal. Donc, s'il y a un moment où marquer des points et où il y a une chance que les adversaires en perdent, c'est maintenant. En plus, c'est juste avant le Boxing Day. On sait que c'est toujours une période très difficile. Et si tu l'engages très mal, avec des défaites notamment, ça peut s'enchaîner. Voilà, donc c'est engranger de la confiance, c'est ce qui va être le plus important pour Chelsea, et à Maresca de se gérer et de faire en sorte de remettre son 11 titulaire. T'as réussi à faire tourner voilà, face à Leeds, tu l'as payé, c'est comme ça, c'est dommage, mais maintenant t'as plus le droit à l'erreur, et jusqu'à la fin de l'année, il faut engranger un maximum de points. Et la troisième rencontre, toute celle-là se passe sur la journée du samedi, donc on va avoir une énorme journée du samedi. Ce sera Manchester City face à Sunderland, donc Sunderland promu et grande équipe surprise un petit peu de ce championnat. Alors oui, on le savait après le mercato et leurs 185 millions posés qu'ils allaient sûrement faire une meilleure saison que les autres promus et sûrement réussir à se maintenir en première ligue, et ça semble plutôt bien parti. Ils ont fait de très bons recrutements. Mais en face, tu rencontres évidemment Manchester City, qui est actuel deuxième de Première Ligue, qui est quand même une équipe rouleau compresseur, qui a une qualité exceptionnelle dans son type, avec un Phil Foden qui actuellement roule sur tout le monde, qui est impressionnant sur les dernières rencontres. Et en face, donc, tu as Sunderland qui... Personnellement, j'adore regarder jouer. Franchement, ils ont un jeu que je trouve très très bon. Ça cherche souvent à jouer vers l'avant. C'est souvent le cas d'ailleurs quand tu as un Granit Xhaka au milieu de terrain qui est ce joueur qui aime bien aller de l'avant, mettre des longs ballons. Voilà, il cherche souvent la profondeur et casser des lignes. Et en plus de ça, tu as une défense qui fonctionne plutôt bien, notamment grâce à ton gardien, Robin Ruff, qui actuellement, je pense, est le meilleur gardien de Première Ligue. Franchement, je sais pas le nombre d'arrêts qu'il fait par match. Et je crois que j'avais vu une stat comme quoi il évitait en moyenne 3 buts par match à son équipe. C'est en moyenne à peu près 3 XG qu'il arrête par match. Donc c'est, enfin en moyenne, non, mais c'est 3 grosses occasions de but, hein, quelque chose comme ça. Qu'il a arrêté par match, en tout cas, il fait des stats de folie. Il est vraiment impressionnant. C'est un gardien qui va pas rester très longtemps du côté de Sunderland, ça j'en suis sûr. Parce qu'il y a surtout quelques équipes du haut de tableau qui cherchent des bons gardiens. Je pense notamment à un Manchester United, à un Chelsea, voire même, non, mais après les autres ça va plutôt bien, Donnarumma. Ah, Liverpool peut-être pour le futur de Alisson, parce que il commence à se faire vieux, mine de rien. Donc ouais, ça va être un gardien qui va, à mon avis, être sur le marché prochainement. T'as un Granit Xhaka qui est dans ses meilleures années, mine de rien, alors qu'il a passé la trentaine, il est meilleur que jamais, encore plus intelligent. Voilà, il est au niveau de ce qu'il montrait du côté de Leverkusen et de ce qu'il montrait lors de sa dernière saison Arsenal. Donc voilà, un Sunderland surprenant, un Sunderland qui a pas peur, qui a fait quand même un match nul 2-2 à Arsenal. Donc c'est une équipe dangereuse, c'est une équipe qui peut surprendre même les gros. Et ça va être à City de se gérer. Parce que City, dernièrement, c'est compliqué. On a vu le match face à Leeds, où ça s'est fini sur un 3-2 grâce à un but de Foden dans les dernières minutes, dans le temps additionnel même, qui a permis à City de gagner, mais qui gagnait à la base 2-0 et qui se font reprendre dans la deuxième mi-temps 2-2 pour finir sur ce score de 3-2. Ils ont eu chaud. Et ils remettent le couvert en semaine face à un Fulham qui... à domicile est très bon, mais qui est quand même en difficulté dans ce championnat cette saison. Ils sont 14e, 15e peut-être, je sais même plus, mais ils sont dans le fond de tableau. Et pourtant, malgré une domination claire, nette et précise au début, où tu gagnes 5-1 à peu près à la 50e minute, le seul but c'était Emile Smith-Rowe, une petite tête en fin de première mi-temps, mais en dehors de ça, t'as mené ton sujet. Et non, en deuxième mi-temps, tu te fais reprendre complètement pour finir sur le score de 5-4, donc quand même Fulham est un rien d'égalisé, et ça s'est tenu à un arrêt, c'est même pas un arrêt de Donnarumma, c'est un arrêt de Gvardiol, parce que Donnarumma a été complètement battu, Donnarumma a fait un très mauvais match, et tu te mets en difficulté tout seul. Actuellement, City, sur le côté psychologique, c'est assez instable. À voir si Pep Guardiola va trouver les mots. C'est chez toi, c'est à domicile, c'est à l'Etihad Stadium. Tu dois engranger à nouveau des points, c'est la même question pour Chelsea, pour Arsenal, pour City. Les adversaires peuvent en perdre, il faut aller en marquer, donc à eux de faire le boulot. Je sais que Sunderland est une équipe très dangereuse, je sais que City a sûrement l'une des meilleures attaques de Première Ligue, d'ailleurs ils doivent être meilleures attaques de Première Ligue, je crois qu'ils sont à 32 buts cette saison, je l'avais vu il y a 2-3 jours la stat, donc ils doivent être à 32 buts cette saison, donc c'est la meilleure attaque de Première Ligue. Donc aucun doute sur leur capacité à aller marquer des buts, même si tu as sûrement le meilleur gardien actuellement de Première Ligue en face, je pense que des buts vont rentrer. Haaland est un peu plus en difficulté, mais derrière tu as un Foden exceptionnel, qui, je n'en doute pas, réussira à délivrer une nouvelle passe à Haaland, qui passera son 101e but. Tu as évidemment des Cherki, des Reinders qui sont très très bons en milieu de terrain, un Doku qui est toujours en feu. La question qui va plus se poser, c'est défensivement. Voilà, City, défensivement, c'est très compliqué. Évidemment, on sait que actuellement tes latéraux ne sont pas des latéraux de métier, mais ils avaient l'air de plutôt bien faire le travail. Que ce soit O'Reilly, que ce soit Nunez, les deux faisaient un très bon boulot sur ce début de saison. Et ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué. Notamment Matheus Nunez, que je trouve en difficulté sur les deux derniers matchs, face à Leeds, face à Fulham, qui sont pourtant pas les meilleures attaques de ce championnat. Gvardiol, Ruben Dias,
Je sais pas si c'est hyper complémentaire. Je préférais voir à l'époque Gvardiol sur l'aile gauche, que je trouvais bien plus intéressant, surtout dans les phases offensives, où il avait tendance à se projeter énormément, ce qu'on voit beaucoup moins maintenant. Diaz, bah, c'est plus le Diaz d'il y a 4-5 ans, hein, enfin d'il y a plutôt 3-4 ans, il est un petit peu plus en difficulté, je le trouve plus lent sur le terrain, un peu moins dur sur l'homme. Mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est le gardien. C'est-à-dire que Donnarumma, oui, j'en parlais au moment de l'achat de Donnarumma, c'est que le gros problème avec Donnarumma, c'est que déjà, il a un jeu au pied pas bon du tout, mais surtout, il est mauvais sur tout ce qui est sortie aérienne. Il est mauvais, et il l'a encore montré face à Fulham, où il offre le 4e but, où il loupe complètement sa sortie sur corner, et ça arrive souvent. Et c'est un vrai problème du côté de City, parce qu'on sait l'importance des coups de pied arrêtés en Première Ligue cette saison, notamment cette saison où ça a été encore exacerbé avec Arsenal, avec Chelsea, avec tous ces clubs-là qui jouent, même des Brentford qui jouent des touches longues, maintenant quasiment tout le monde joue des touches longues. Donc le fait est que Donnarumma soit en difficulté sur ce type de jeu ne met pas en confiance sa défense. Et on l'a vu, il prête de nombreux buts sur ce type d'action. Donc Donnarumma ne me satisfait pas, comme il ne me satisfaisait pas du côté du Paris Saint-Germain avant son année miracle. Voilà, la dernière année, moi je me rappelle, Arsenal avait affronté le Paris Saint-Germain en Champions League pour la phase de Ligue, où ils avaient gagné 2-0 avec 2 boulettes de Donnarumma, et tout le monde parlait de virer Donnarumma, et à partir de décembre, le mec est devenu un extraterrestre et a commencé à tout arrêter. Mais en dehors de ça, Donnarumma, ça a toujours été un joueur, un excellent gardien sur sa ligne, incroyable, capable de faire des arrêts de fou, mais qui fait un nombre d'erreurs par match qui te coûte un nombre de points, c'est incommensurable. Donc il y a toujours cette difficulté, j'ai l'impression que la défense le ressent, que du coup elle est moins stable, et dès qu'il y a le moindre doute, on voit n'importe quelle équipe en face de City être capable de revenir au score, voire de gagner. Et également, City a changé un petit peu sa façon de jouer. Guardiola change ses méthodes, il est moins sur de la conservation de balles à tout prix, et plus sur du jeu de transition, très rapide, où on essaye de se projeter très rapidement vers l'avant. Oui, c'est très dangereux, effectivement, offensivement, si tu es meilleur que l'autre et que tu marques plus de buts, tu vas gagner. C'est ce qui, pour l'instant, c'est ce qu'ils réussissent à faire pour l'instant. Mais à chaque fois, c'est au fil, c'est sur le fil, et du coup, ça commence à m'inquiéter. Forcément, un moment ou un autre, ça va pas passer. Tu vas tomber sur une équipe qui, défensivement, ou qui sera très très solide, ou qui aura un gardien très très solide, et qui, sur ces phases, si toi tu n'es pas bon défensivement, tu vas le payer cash et ils vont marquer les buts. Et Sunderland, c'est ce type d'équipe capable de le faire, parce qu'ils ont vraiment une bonne défense, ils ont un gardien exceptionnel, vraiment leur gardien, je ne fais qu'en parler, mais Reuf, depuis le début de la saison, c'est une folie. C'est une folie. Si vous regardez les matchs un petit peu de Sunderland, il fait que des arrêts de fou. Et c'est actuellement, lui, il est en confiance. Donc voilà, à Haaland et à Foden de se gérer, parce que c'est eux les deux buteurs, t'as toujours le même problème du côté de City, c'est-à-dire Doku qui n'est pas assez clutch, en backup Savigno qui loupe toutes ses rentrées, sont catastrophiques, t'as toujours pas récupéré Rodri, Nico Gonzalez fait plutôt un bon intérim, mais sur les derniers matchs c'est un peu plus difficile, donc t'as quand même pas mal de questions du côté de City, Cherki, Reinders, lequel des deux faire jouer, voilà, c'est compliqué, Bernardo Silva je le trouve pas au niveau des dernières saisons, mais on le savait, voilà, il se fait un petit peu vieux malheureusement, les années passent, et à voir, City peut me faire un peu peur sur ce type de match-là, c'est-à-dire que je pense qu'ils peuvent faire des points, et ce serait bête de perdre des points face à Sunderland, parce que t'es à domicile. Encore, si tu te déplaçais là-bas, je dis pas, parce que c'est un déplacement très compliqué, mais quand t'es à domicile, tu dois absolument ranger des points. Donc, on va parler un petit peu de mes pronos, et de ce que je pense qui peut se passer sur ces matchs-là. Déjà, pour revenir sur le match d'Arsenal face à Aston Villa, c'est un déplacement compliqué, c'est un déplacement qui coûte des points chaque année à Arsenal. Mais cette année, voilà, on est sur des Gunners très solides. On est, oui, sur un Aston Villa qui est sur 6 victoires d'affilée, mais comme je l'ai dit, les matchs qu'ils ont gagnés, c'est pas des gros matchs. Wolverhampton, dernier de Première Ligue. Brighton, 7ème, ça reste Brighton, c'est pas non plus un fer de lance. En plus, ce classement est tellement resserré qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais le 14e est à 2 points du 7e, voire 1 point. Donc voilà, on est quand même pas sur le Brighton all-time. C'était Young Boy de Burns, pardon. Voilà, c'était pas des grosses équipes. Leeds, mais même si Leeds a fait des bons matchs, voilà, ça reste Leeds. Donc, je donne quand même un gros avantage à Arsenal qui, malgré les absences, doit gagner ce match-là. Voilà, de toute façon, tu dois creuser l'écart avec les adversaires directs. Donc, ça va être un match difficile. Vu que la charnière centrale est complètement remaniée, je vois quand même Arsenal concéder un but. Personnellement, je vois un 2-1. Et si je devais mettre un joueur qui doit normalement transcender ce match, ou en tout cas qui sera le facteur X de ce match-là, je vois bien un Odegaard qui l'a montré face à Brentford, avec son activité, peut vraiment faire basculer un match, et il est ultra impressionnant, et ça fait plaisir de retrouver notre capitaine à ce niveau-là. Pour Bournemouth-Chelsea, beaucoup d'interrogations. Déjà, je ne vois pas Chelsea reperdre
Déjà, après la défaite face à Leeds et le retour des cadres, je vois pas Chelsea perdre. Et clairement, je les vois même gagner très nettement face à un Bournemouth qui est en difficulté face aux gros, qui n'y arrive pas depuis 5-6 matchs. Donc je vois une victoire de Chelsea 2-0, voilà, quelque chose comme ça. Malheureusement, Semenyo n'est pas au niveau en ce moment. Alors il a fait 2 très bons derniers matchs, mais encore une fois, dans le dernier geste, ça devient compliqué. Dans le dernier tiers, c'est très compliqué. Et tant qu'il ne récupérera pas son efficacité, je vois mal Bournemouth pouvoir s'en sortir. Parce que pour l'instant, elle survivait beaucoup grâce à l'efficacité de son attaquant, enfin de son ailier. Donc je vois un 2-0 du côté de Chelsea. Et si je devais donner un facteur X, Reece James. Voilà, il a été tellement impressionnant face au Barça, face à Arsenal. Quand il va revenir, il va faire des différences. Et j'ai aucun doute qu'avec son abattage physique, sa technique, il va complètement changer la physionomie de ce match. Donc Reece James, je pense que c'est actuellement peut-être le meilleur joueur du côté de Chelsea. Pour le match de City, donc City face à Sunderland, là, je pense que ça va être la surprise de ce week-end. Je vois un 2-2. Je vois un 2-2 parce que, comme je l'ai dit, je vois City évidemment capable de marquer des buts. J'ai aucun doute là-dessus. Mais je les vois aussi capables d'en encaisser beaucoup. Et je sens qu'à un moment ou à un autre, ça va se payer cash. Et qu'il y a une équipe qui va revenir faire un match nul, voire qui va gagner. Je vois pas Sunderland battre City parce que franchement, City, offensivement, c'est trop impressionnant. Haaland, Foden, c'est trop fort. Doku, avec tout ce qui dézone, avec tout ce qu'il permet de faire enfin, tout le danger, pardon, qu'il apporte par ses dribbles et tout, les déplacements défensifs que sont obligés de faire les défenseurs pour venir à deux pour le contrer. Ça laisse beaucoup d'espace à Foden et Haaland. Je les vois mal louper autant d'occasions que face à Leeds, face à Fulham, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'Haaland a fait 2 poteaux. Ça n'arrivera pas souvent, il va avoir tendance à reprendre un petit peu en efficacité et à marquer des buts. Donc je vois un 2-2, je vois quand même un Sunderland capable de choquer, d'être comme face à Arsenal, voilà, cette équipe qui va se battre jusqu'à la dernière seconde, et la défense de City me fait trop douter. Actuellement, c'est catastrophique. Voilà, vraiment, la défense de City est catastrophique. Quand tu as une attaque aussi forte, d'avoir une défense aussi faible, c'est triste. Alors que c'est des bons joueurs, hein, mais l'alchimie ne passe pas. Voilà, Nunes, ça marche pas, et si Sunderland devait exagéré d'un côté, ce serait du côté de Nunes, qui je pense est actuellement le point faible de City, et s'ils le font, ils réussiront à marquer. Donc on verra bien, déjà tous ces matchs-là vont avoir lieu samedi, donc je ferai sûrement un débrief complet pour tous les matchs, plutôt que de faire match par match. J'espère que tout va bien se passer pour Arsenal, parce qu'évidemment moi je suis toujours un gunner, donc on espère engranger le maximum de points et que les adversaires perdent, mais je pense qu'on va avoir surtout de belles rencontres, parce que les 3 rencontres pour les trois concurrents au titre sont de belles adversités, et on va avoir un très bon week-end de Première Ligue. Sur ce, je vous dis à demain, salut mes cracks.